L'année 2025 sera-t-elle moins pire, si j'ose dire, que 2024 sur le plan politique? 3 invités pour en parler ce matin, Chloé Morin, Bruno Cotresse et Frédéric Dabi. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Et bonne année à vous. Chloé Morin, vous êtes politologue, Bruno Cotresse, politiste, chercheur CNRS au CEVIPOF, le Centre de recherche politique de Sciences Po, et Frédéric Dabi, directeur général opinion du groupe IFOP. Avant de se projeter vers 2025, encore faut-il digérer 2024, cette dissolution en particulier, qui a apporté, a dit Emmanuel Macron hier soir, plus de divisions que de solutions et produit plus d'instabilité que de sérénité. Qu'avez-vous pensé de ce mea culpa, Chloé Morin ? Je pense que déjà, beaucoup de gens pensaient qu'il ne pouvait pas aller jusque-là, parce que c'est vrai que l'image d'Emmanuel Macron, c'est d'être quelqu'un de très orgueilleux, qui ne reconnaît jamais ses erreurs. Donc, il est allé assez loin par rapport à ses standards personnels dans le mea culpa. Et ensuite, il ne manque pas de souligner le fait que la répartition des sièges à l'Assemblée nationale ne sont pas le fruit de son bon vouloir, mais du vote des Français, et que donc la raison pour laquelle les parlementaires aujourd'hui ne s'entendent pas n'est pas uniquement liée à lui et à sa dissolution, mais aussi au fait que les Français aujourd'hui sont divisés et profondément divisés. Frédéric Dabi, il n'était jamais allé aussi loin, sans doute, le président dans la contrition. Il avait commencé au lendemain de la censure de Michel Barnier dans son intervention télévisée. Il avait fait un petit acte de contrition. Là, c'est un... Mais il avait dit à l'époque, je n'assumerai pas l'irresponsabilité des autres. Tout à fait. Là, il allait encore plus loin. C'est extrêmement rare. En plus, s'agissant de l'exercice rituel du 31 décembre, moi, j'ai relu les vœux de Jacques Chirac du 31 décembre 97. Le mot dissolution n'est absolument pas fait prononcer. Il dit seulement qu'un nouveau gouvernement met sa politique en place et qui sera le garant de la liberté et de la solidarité. Rien à voir avec ça. C'est un vrai mea culpa, même si, quand on regarde le fond, quand il dit « si j'ai dissous », c'était pour vous redonner la parole. Justement, dans les enquêtes qualitatives, là où le bas blessait, c'est que les Français nous disaient « mais on vient de s'exprimer lors des élections européennes de manière très nette, où les Français sont allés voter assez fortement et les résultats étaient nets ». Mais c'est vrai que c'est vraiment le fait majeur de cette allocution du 31 décembre, c'est ce mea culpa, même si je doute que ça suffise aujourd'hui, ici et maintenant, pour retisser un lien absolument distendu entre les Français et le président. Ce que dit Emmanuel Macron, et Chloé Morin l'a évoqué aussi, Bruno Cotresse, c'est que l'Assemblée nationale est légitime et représentative. Il a acté, en quelque sorte, une perte d'une bonne partie de son pouvoir. C'est aussi une façon de dire cela ? J'irai peut-être pas jusque-là, qu'il a la perte d'une partie de son pouvoir. C'est vrai qu'il reconnaît l'erreur de la dissolution, avec quand même 2 bémols. Il dit, il assume sa part de responsabilité, ça veut dire qu'il y en a une part chez les autres. Ouais. Et puis il dit, pour le moment, comme s'il laissait un petit peu la porte entrouverte. À l'heure qu'il est, elle a produit plus d'instabilité. Qu'éventuellement, à un moment donné, ça va produire. Alors effectivement, derrière, il enchaîne sur l'idée que l'Assemblée nationale est légitime, qu'elle représente la diversité des courants d'opinion dans le pays. On peut lire différemment, on peut lire de différentes manières. C'est peut-être une manière de dire qu'il n'entre pas dans son projet, il l'avait déjà dit, de dissoudre à nouveau l'Assemblée nationale, puisque celle-ci représente la diversité politique du pays et elle est légitime. Est-ce que ça veut dire qu'il va jusqu'à reconnaître qu'il n'est plus aujourd'hui, lui, autant le maître du jeu qu'avant ? C'est peut-être aller vite en besogne, connaissant le chef de l'État. Chloé Morin. En tout cas, c'est vraiment un paradoxe. C'est-à-dire que d'habitude, quand on appelle les Français aux urnes, dans les moments de crise, ça permet de dégonfler la pression et d'apaiser les choses. Là, c'est tout l'inverse qui s'est produit. C'est quand même très particulier. Et c'est d'autant plus bizarre que, en réalité, la dissolution et donc les élections législatives ont produit une assemblée qui peut-être n'a jamais été aussi bien représentative de la réalité politique du pays. Et donc, cette tripartition. Jamais nous n'avons eu une assemblée qui était à ce point, représentative de ce que sont les Français dans leur diversité. Et pour autant, jamais nous n'avons été aussi frustrés par une élection. La façon dont je l'explique, c'est que justement, vu que la France est divisée en 3 blocs, les 3 blocs sont insatisfaits de ne pas avoir gagné les élections. Le RN pense qu'il s'est fait voler sa victoire et la gauche pense qu'elle s'est fait voler sa victoire puisqu'elle est arrivée en tête et qu'elle n'a
n'a pas... le RN à cause du Front républicain, la gauche parce que Emmanuel Macron n'a pas nommé de Premier ministre. Et puis le bloc central, eh bien parce qu'ils perdent des députés en cours de route et que donc forcément pour eux c'est une défaite. Ce que dit Emmanuel Macron aussi et que l'on peut retenir de ses vœux, c'est une annonce. Je consulterai les Français, je vous demanderai de trancher certains sujets déterminants. Alors, on pense tout de suite au référendum, mais l'Élysée dit ce sera peut-être une convention citoyenne. Il ne dit pas le mot, justement. Tout est là, Frédéric Dabi ? Tout est là, c'est la fin de son intervention. C'est une sorte de tripartition, cette intervention. Il revient sur l'année 2024. On est en continuité avec ses vœux du 31 décembre 2023, mais avec des images, un clip. Et là, de ce point de vue-là, il faut reconnaître que ses vœux étaient très innovants. Le mea culpa sur la dissolution, quel acte de rupture absolue entre les Français et lui. Et il finit par, effectivement, ces modes de consultation. Alors, soyons prudents. Alors, c'est intéressant de dire ça pour 2025, 20 ans après le dernier référendum, le fameux référendum du 29 mai 2005 sur le traité européen. Mais il l'a fait à de très nombreuses reprises, la promesse de référendum. Il l'a fait au moment des Gilets jaunes, après le grand débat, lors de la campagne présidentielle de 2022, et la dernière fois au moment des rencontres de Saint-Denis. Donc c'est vrai que c'est une manière peut-être pour lui de relâcher la pression, de dire je vais vous consulter, mais on sait ce que c'est qu'un référendum en France. On ne sommes pas en confédération helvétique. Souvent l'émetteur, celui qui met en avant, qui organise ce référendum, peut se le prendre de manière boomerang et faire de ce scrutin un référendum contre le président. Bruno Cotresse. 2 points. D'abord, une convention citoyenne, c'est pas fait pour trancher. Justement. C'est pas fait pour trancher, c'est fait pour délibérer. C'est fait pour faire apparaître des éléments, la richesse de la délibération, la confrontation de différents points de vue, éventuellement des points de consensus. Mais c'est pas fait pour trancher. Les conventionnels de la Convention citoyenne sur le climat, d'ailleurs, n'entendaient pas à la fin dire c'est nous, le législateur, qui allons trancher pour le pays. Donc je ne suis pas sûr que le verbe trancher corresponde bien à la situation de la Convention citoyenne. Et deuxième point, la procédure de référendum, effectivement, il en a parlé plusieurs fois, mais s'il fallait aller sur des sujets de société, il faut rappeler que ça passe par une révision de la Constitution, car l'article 11 ne prévoit pas les sujets de société. On ne peut pas débattre, on ne peut pas demander aux Français de voter sur l'immigration, par exemple, comme le demandent la droite et l'extrême droite. Voilà, ça passe par... Alors, l'immigration, il y a un sujet de discussion tout dépendrait du texte de la question, parce que l'article 11 prévoit qu'on puisse faire un référendum sur des questions économiques, sociales, donc tout dépendrait du contenu de la question, mais la fin de vie, c'est clairement hors champ. Oui. Emmanuel Macron cherche-t-il à se donner de l'air, se donner un peu de champ, comme vous le disiez, Frédéric Dabi, en évoquant cette piste de référendum ou de convention citoyenne, on verra cela, mais en l'état actuel du paysage politique, on pressent que 2025 sera rythmé par 3 mots: censure, dissolution, démission. On va les passer en revue. Censure d'abord. Le gouvernement Bayrou peut-il tenir ? Comment ? Chloé Morin. En tout cas, il a les mêmes atouts et les mêmes faiblesses que le gouvernement de Michel Barnier, c'est-à-dire que François Bayrou n'a pas réussi à élargir son assise à gauche en ouvrant des discussions franches avec les socialistes pour aboutir à un accord de non-censure. Ça ne veut pas dire que ces discussions-là n'auront jamais lieu. C'est-à-dire que s'il arrive un jour en disant on va vraiment renégocier la réforme des retraites et par ailleurs j'ouvre la possibilité d'alourdir la fiscalité sur les plus riches, par exemple, on peut imaginer que les socialistes tendent à nouveau la main. Mais pour l'instant, son assise est exactement la même que Michel Barnier et donc il est tributaire du bon vouloir de Marine Le Pen, exactement de la même manière. La question de la censure, c'est aussi celle du budget. C'est pas seulement celle de la survie du gouvernement. Est-ce que les partis, aujourd'hui, le Parti socialiste en particulier, peuvent se permettre, vis-à-vis de leurs électeurs, de laisser une France, non pas sans budget, mais en tout cas avec un budget 2024 reconduit sur 2025 ? C'est vrai que Frédéric Dabi. Cette crise politique que nous vivons, qui est complètement inédite sous la Ve République, c'est le reflet aussi de l'éclipse du politique. Les Français n'attendent plus grand-chose des élus à l'échelle nationale, puisqu'ils voient que rien ne bouge, que la promesse du politique, c'est-à-dire en contrepartie d'un vote, le pouvoir contribue à faire voter des lois, changer la vie, transformer le quotidien. Le PS est un parti de gouvernement, peut-être c'est lui qui a la clé de la sortie de cette crise. Maintenant, à condition que François Bayrou accède à certaines demandes. Mais vous avez tout à fait raison, et c'est vrai que entre le gouvernement Barnier et le gouvernement Bayrou, il y a une vraie différence, c'est plus de poids lourds dans le gouvernement Bayrou, plus d'incarnation, mais la vraie, Chloé Morin l'a très bien dit, le vrai point commun, c'est que c'est la même assise
parlementaire, minoritaire, qui fait que 2/3 des Français, enquête IFOP-JDD, ont intériorisé que ce gouvernement risquerait d'être touché par une motion de censure. C'était 3/4 pour le gouvernement Barnier. Justement, une question à ce sujet de Didier au standard de France Inter. Bonne année à vous, Didier, on vous écoute. Oui, merci, bonjour à tous, et on va se souhaiter un bonjour de l'an avant une bonne année, parce que on sait pas trop. Écoutez, tout vient d'être dit. En fait, Monsieur Macron a réussi une chose, c'est que les Français soient en perte totale de confiance dans leurs élus. On a eu des scènes épouvantables, et ça c'est dramatique parce que ça va faire le bonheur d'extrêmes qui sont quand même dangereux. Voilà, donc c'est ça le plus grave, parce que l'avenir du président on s'en fout, mais c'est surtout cette perte de confiance dans les élus qui est quand même dramatique, parce que ça va se solder par de l'abstention massive ou un vote dont on connaît bien le résultat. Didier, merci beaucoup. C'est le principal danger qui guette la politique, la démocratie française. Bruno Cotresse se désintéresse cette rupture. C'est plus qu'un danger. Au fond, les paroles que vient de prononcer Didier montrent que c'est là, effectivement, déjà. Le regard que portent les Français et les Françaises sur la politique est un regard extrêmement négatif aujourd'hui. Et on est peut-être passé du regard négatif à un regard totalement désabusé. On entend de plus en plus, effectivement, de Français qui votent, qui n'auraient jamais imaginé ne pas se déplacer pour des élections, dire la prochaine fois, vous faites sans moi, c'est terminé. Voilà, avec mon collègue et ami Luc Rouban, on a publié récemment un article et on disait que les Français les regardaient comme une caste gesticulatoire. Le mot est peut-être un peu excessif, mais c'est vrai que dans nos enquêtes, c'est un peu ça qui ressort. Les gens voient le politique comme une espèce de club fermé, de gens qui font de très beaux discours, etc., mais au fond, avec un impact sur leurs difficultés à eux, extrêmement réduit. Je note que dans les vœux du chef de l'État hier, il y a tout un répertoire qui manque. Le mot social, 0 fois, le mot inégalité, 0 fois, le mot peuple, 0 fois, le mot travail 4 fois, mais c'est vrai sous un angle très macronien. Vous parliez de ce sentiment que l'action politique n'a plus d'effet sur le quotidien des Français. Je voudrais qu'on parle quand même de ce qui marche, notamment l'action des élus locaux. On va en parler un tout petit peu plus tard, mais Frédéric Dabi, vous vouliez intervenir. C'était ça, oui, ce qui vient d'être dit sur la défiance, elle n'a jamais été aussi forte, mais effectivement, dans ce contexte d'étanchéité absolue entre sa politique locale et nationale, il y a d'un côté cette crise du politique à l'échelle nationale, et localement, jamais les Français n'ont eu une telle confiance, un tel crédit vis-à-vis notamment du maire. L'IFOP réalise beaucoup d'enquêtes à mi-mandat dans la perspective de mars 2026, qui doit être en principe la prochaine élection, mais personne ne peut être sûr de ça avec le risque d'une dissolution. Mais la question de la confiance à l'égard des élus locaux est absolument tranchée. On a des élus locaux qui sont perçus à l'écoute, sur le terrain, connectés, et qui, eux, parviennent à réenchanter la promesse du politique, à changer la vie, à transformer le quotidien des Français. D'un côté, il y a l'éclipse du politique à l'échelle nationale, de l'autre, il y a un vrai plébiscite pour les maires, même si la contrepartie, c'est un niveau d'exigence des Français sur le terrain jamais vu. Et le service politique de France Inter, je le signale, s'efforce de mettre en lumière, de mettre en valeur ces actions du quotidien qui peuvent être parfois vues comme insignifiantes au niveau national, mais qui changent réellement la vie des Français, et on essaye de le faire entendre à l'antenne de France Inter jour après jour. On a parlé de censure. Chloé Morin, je reviens à l'Assemblée nationale. On a parlé de censure, parlons de dissolution. Emmanuel Macron va-t-il être contraint et forcé, quoi qu'il en dise, de dissoudre à nouveau à l'été prochain ? Je pense qu'il voudra absolument éviter cette option-là pour une raison simple, c'est que je ne sais pas ce qu'il fera s'il perd à nouveau cette élection-là. Et donc, c'est très compliqué derrière de dire j'ai été désavoué une fois, 2 fois, 3 fois. Personnellement, oui. Donc, il se mettrait personnellement en danger et il enclencherait sans doute une dynamique assez dangereuse. Et donc, pour cette raison-là, je pense qu'il va essayer de jouer la stabilité. Je pense qu'en plus, essayer de dire aux députés, il n'y aura pas de dissolution, donc vous n'allez pas rentrer en campagne dans les mois qui viennent. C'est aussi une manière, peut-être, de les aider à avoir un peu de courage dans le vote du budget.
parce que je pense que c'est aussi la perspective de la dissolution qui nous empêche de voter un budget qui rentre dans les clous de ce qu'on a promis à Bruxelles. Un député qui est en campagne n'a pas envie de voter des mesures impopulaires. Et donc, si on se dit qu'il n'y aura pas de dissolution avant 2027, ça peut aussi peut-être essayer de nous permettre de régler nos problèmes. Enfin, de régler, non, mais en tout cas, de voter un budget raisonnable, on va dire. C'est cette perspective, effectivement, de nouvelles élections. L'obsession de la présidentielle aussi, Frédéric Dabi, qui empêche tout compromis pour l'instant. Oui, sans doute. Alors c'est vrai que la dissolution, ça a été bien dit, ça serait une catastrophe pour Emmanuel Macron parce que ça le mettrait plus que jamais en première ligne. Alors autant les Français dans les enquêtes qualitatives de l'IFOP ne parlent quasiment jamais, je dis bien jamais, spontanément d'une démission et d'un départ du chef de l'État. Ils sont dans une logique d'agenda qui est l'agenda de 2022-2027. Autant l'idée que on ne pourra pas ne pas, j'utilise une double négation à dessein, éviter une nouvelle dissolution, émerge des propos, parce que nous disent les Français, qu'est-il sorti de la Chambre du 7 juillet, des résultats du 7 juillet? Un RN qui a été battu nettement au second tour par le Front républicain, un bloc central qui a été sanctionné comme classiquement un pouvoir est sanctionné à une élection intermédiaire, mais également une gauche qui est certes arrivée en tête, mais qui est à 100 sièges de la majorité absolue. C'est ces résultats, si je puis dire, introuvables, qui sont au cœur de la crise du pays, avec comme acte lourd, bien sûr, cette dissolution. Bruno Cotresse ? Oui, c'est le sentiment que beaucoup ont dans le pays d'une sorte d'impasse presque totale. Presque totale. On ne voit pas la voie de sortie. Effectivement, ça vient d'être rappelé. Le nouveau Front populaire gagne les législatives en sièges au terme d'un front républicain. Mais si on prend les trois grands enseignements des élections législatives, le Rassemblement national, certes, perd en sièges, mais gagne en voix, les deux tours. Les deux tours, il arrive en tête en voix, les deux tours, il ne gouverne pas. Le nouveau Front populaire arrive en tête en sièges, au deuxième tour ne gouverne pas. Et le Front républicain, qui est au fond le périmètre fondamental du deuxième tour, ne gouverne pas non plus. Et non seulement le Front républicain ne gouverne pas, mais un des acteurs du Front républicain, la France insoumise, on dit régulièrement dans le discours politique qu'il n'appartiendrait pas à l'arc républicain, alors même qu'il a fait partie du Front républicain, donc plus personne ne comprend rien. Il y avait d'ailleurs un article très intéressant dans le journal L'Opinion hier sur ces mots, l'arc républicain et autres, ces mots du vocabulaire politique qu'on a énormément utilisés cette année nous-mêmes pour tenter d'expliquer la situation et que les Français, qui ne parlent absolument pas aux Français, que personne ne comprend. Vous évoquiez, Chloé Morin, le risque pour le chef de l'État de la dissolution en cas de défaite à nouveau aux législatives, qui l'amènerait à la menace de la démission. C'est le troisième mot que je voulais évoquer. Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon sont déjà en embuscade pour une présidentielle anticipée. Est-ce que la question de la démission va se poser avec de plus en plus d'insistance pour Emmanuel Macron en 2025 ? Déjà, je pense qu'il ne faut jamais oublier que la démission, c'est d'abord un terme qui a été introduit dans nos débats politiques par des opposants à Emmanuel Macron, et notamment la France insoumise, qui ont parlé de destitution, qui ont même enclenché une procédure de destitution. Donc, le mot démission, c'est répandu comme un poison lent dans notre débat public, alors que, comme le disait Frédéric à l'instant, ça ne correspond pas, en dépit du fait qu'Emmanuel Macron est très impopulaire, ça ne correspond pas spontanément à l'issue que les Français souhaitent donner à la situation actuelle. Et donc c'est un peu une prophétie autoréalisatrice que les Insoumis ont enclenchée, donc on en parle de plus en plus, on sonde les Français dessus, on en débat, et ce qui est assez intéressant, c'est de voir à quel point ce mot est une arme politique faite pour accélérer la décrédibilisation du président de la République. Ce qui est paradoxal, c'est que ce mot soit utilisé pour certains par ceux-là même qui souhaitent accéder à l'Élysée. C'est une manière, quelque part, de scier par avance la branche sur laquelle ils souhaitent s'asseoir. C'est-à-dire qu'un président de la République qui aurait comme prédécesseur un président de la République qui a démissionné serait immanquablement poussé lui aussi par ses opposants à la démission. Donc on enclencherait un cercle vicieux qui me semble assez terrifiant. Un jeu dangereux, Frédéric Dabi ? Je ne sais pas dire si c'est dangereux ou pas, mais ce que dit Chloé est absolument implacable. C'est vrai que moi je suis frappé par le décalage entre effectivement la destitution, la démission qui a été avancée surtout dans le champ politique par les Insoumis. En même temps, les Insoumis, je rappelle, jusque dans l'entourage, simplement, oui, jusque dans l'entourage
l'entourage d'Emmanuel Macron, certains disent il s'est mis lui-même dans cette situation. C'est clair que quand on a provoqué cette attaque de rupture absolue, l'IFOP suit la popularité présidentielle depuis le début de la Ve République avec le baromètre JDD. Jamais un acte présidentiel a été, je ne dis pas aussi rejeté, aussi incompris. La dissolution de Jacques Chirac avait finalement échoué, mais elle avait été comprise aussi. Ça n'a pas été un acte de rupture absolue, au contraire. Mais c'est vrai que les Français ne sont pas sur ce terrain-là. Les Français sont sur un terrain utilitariste vis-à-vis du politique qui doit transformer le quotidien, changer la vie. Et c'est vrai que j'ai rarement vu un ton des Français, des mots aussi virulents vis-à-vis d'un chef de l'État. On se souvient du rejet de Nicolas Sarkozy, mais il avait des soutiens très forts, il avait du rebond. François Hollande, il y avait une sympathie pour l'homme qui est restée quasiment jusqu'à la fin de son mandat, en plus avec sa non-candidature. Pour Emmanuel Macron, on ne voit pas les conditions du rebond, loin de là. On reste vraiment sur un terrain très plat en termes de rebond, mais le fait de dire « il doit partir » n'est évoqué que très marginalement dans les enquêtes qualitatives. Alors justement, parlons des motifs d'espoir et de ce qui intéresse les Français au quotidien. Vous dites, Frédéric Dabi, que la société française est moins fracturée qu'il n'y paraît. En tout cas, que les Français se retrouvent sur leurs besoins, leurs attentes du quotidien. On parlait de l'action des élus locaux, des maires. Il y a la société civile aussi, des velléités un peu partout de s'investir de plus en plus en dehors du champ politique institué, classique. C'est ça qui peut nous donner espoir pour 2025, Bruno Cotresse? Sans doute, il faut l'espérer. C'est clair que toutes les études sociologiques faites sur le sujet montrent qu'il y a des réservoirs dans la société française, du côté de la société civile et du point de vue des capacités de s'engager sur des causes spécifiques. Peut-être qu'on est aujourd'hui moins idéologue, moins partisan qu'il y a 20, 30, 40 ans, sans aucun doute. Par contre, le réservoir de possibilité de s'engager de manière peut-être plus court-termiste, qui ne s'engage pas forcément sur des années, existe vraiment. Par exemple, sans prendre une carte, quoi. Voilà, j'en veux pour preuve, par exemple, l'ampleur de au niveau du terrain de l'écologie, de tout ce qui se passe dans la société civile. Il y a une multitude absolument incroyable d'associations de la société civile qui s'en occupent. J'en veux pour preuve aussi le rebond d'adhésion qu'on a eu dans les syndicats au lendemain des grèves et des manifestations sur la réforme des retraites. Reste à voir si c'est quelque chose qui est pérenne. Et puis le rebond de confiance, effectivement, par exemple, dans les acteurs syndicaux qu'on a eu dans nos enquêtes d'opinion. Chloé Morin, j'en reviens à la question telle que je la posais de manière un peu simpliste, forcément au début du débat, mais est-ce que l'année 2024 peut être moins pire, l'année 2025 pardon, peut être moins pire que l'année 2024? Vaste question. Et grâce à cela, justement. Mais ce qui est fascinant dans le paysage politique actuel, c'est que on repousse sans cesse les limites du vraisemblable. Et on a l'impression, de plus en plus, de vivre dans une série télévisée, une fiction politique. Et d'ailleurs, on a dépassé, ce que nous vivons depuis quelques mois n'aurait pas été jugé crédible dans une série politique. Donc, je pense qu'on peut continuer à repousser ces limites-là. Si on en croit Emmanuel Macron, impossible n'est pas français. Et donc, je serais assez prudente sur notre capacité à retourner dans dans les bornes du raisonnable pour l'année qui vient. Une question rapidement, Frédéric Dabi, même si elle nécessiterait un grand entretien entier sur la Ve République. Est-ce que cette année peut être celle d'un sursaut ou au contraire le début d'un processus qui nous amène à autre chose, une autre organisation de notre vie démocratique? Alors c'est une question que les Français ne se posent pas dans les enquêtes qualitatives. Je reste sur le discours spontané. L'idée d'un changement de République n'émerge pas, quasiment jamais. Oui. Mais c'est vrai que pour la première fois, on a une Ve République qui a résisté à tout, à la cohabitation, à des majorités relatives. On est, pour reprendre ce que vous dites, Bruno Cotresse, sur un blocage, une impasse. Mais je le répète, les Français attendent que le politique bouge sur la santé, l'éducation, sur les services publics, sur les vraies questions qui les intéressent. Merci à tous les trois. Frédéric Dabi, directeur général opinion du groupe IFOP, co-auteur avec Bruno Sokol de Parlons-nous la même langue, comment les imaginaires transforment la France aux éditions de l'Aube. Bruno Cotresse, merci également, chercheur CNRS au CEVIPOF, et Chloé Morin, politologue. Votre prochain essai, La broyeuse, les coulisses de la décomposition médiatique, va paraître à la fin du mois, fin janvier, c'est ça, aux éditions de l'Observatoire. Merci à tous les trois, très bonne journée et très bonne année.